Bon, merci d'être présent, d'être resté avec nous, hein, déjà, c'est sympa. On parle aujourd'hui de projet d'énergie citoyen en Normandie. Alors, on était en compétition avec une visite dans les polders, donc ça, c'était pas très sympa, hein, des organisateurs. Je leur dirais d'ailleurs, hein. C'est pas simple, mais merci d'être avec nous. On parle de projet d'énergie citoyen en Normandie, ça c'est important. Et puis, on est en compagnie de Marie-Noëlle G, elle est animatrice du réseau Éclore. Alors, le réseau Éclore, c'est le réseau des énergies citoyennes locales et renouvelables en Normandie. On va découvrir ce qu'est ce réseau. Et puis Jean-Pierre L'Aiguillon, il est président de l'association Thaute-Vire-Bocage. C'est une centrale villageoise. Alors Jean-Pierre L'Aiguillon, peut-être on va commencer par le commencement. Une centrale villageoise, c'est quoi? Bonjour à tous. Une centrale villageoise, en l'occurrence celle centrale villageoise Thaute-Vire-Bocage, est une société coopérative d'intérêt collectif ou d'intérêt citoyen, SAS, Société Anonyme. Voilà, donc je voulais que je vous parle un peu de l'historique. Non, alors non. Pas tout de suite, juste qu'on comprenne ce que c'est. Finalement, une société coopérative. Une société coopérative. Et l'idée, finalement, c'est quoi? C'est que vous produisiez sur le territoire votre propre énergie? Principalement, le but, effectivement, c'est de la production d'électricité, mais pas uniquement. C'est aussi d'inciter les personnes et les citoyens à pratiquer la sobriété énergétique, c'est faire des actions d'information ou de formation et éventuellement, dans un avenir un petit peu plus lointain, pourquoi pas aussi d'autres formes d'énergie renouvelable. Pour l'instant, on se concentre sur le photovoltaïque, mais on n'exclut pas qu'un jour on peut être amené à travailler sur d'autres énergies renouvelables. Notamment puisqu'on a donc dans notre société coopérative des gens qui pratiquent le chauffage par réseau de chaleur à Marchesieux, donc c'est une porte aussi d'entrée. D'accord, on va voir ce projet plus en détail, mais avant cela, Marie-Noëlle G, réseau Éclore, je le disais, le réseau des énergies citoyennes locales et renouvelables en Normandie. Alors Éclore, c'est quoi? Quel est votre rôle? Vous faites quoi exactement? Je veux bien la petite diapo de départ. Alors, est-ce que vous pouvez bien mettre votre micro? Oui, je veux bien la petite diapo. Alors, la petite diapo. Alors, si vous pouvez la commenter, parce que comme des personnes n'auront pas l'image, nous écoutent. D'ailleurs, merci pour les personnes qui nous écoutent. Est-ce que vous pouvez commenter ce que vous voulez nous dire? Donc, le réseau Éclore, comme vous le disiez, c'est un réseau sur la Normandie qui a été créé en 2021. Pour porter le message et accompagner l'énergie citoyenne. Donc l'énergie citoyenne, on parle d'énergie citoyenne ou d'énergie citoyenne territoriale. L'idée, c'est de porter des projets sur des territoires en associant les citoyens. Alors ça peut prendre différentes formes. La centrale villageoise, le modèle des centrales villageoises, c'est une forme de société citoyenne, mais il y en a d'autres formes. Là, c'est simplement cette petite diapo, c'est pour vous montrer que le réseau Éclore appartient à un réseau national qui s'appelle Énergie Partagée, qui existe depuis les années 2010 à peu près, 2011. Et donc sur l'ensemble de la France, on a plus de 400 projets existants de production d'énergie renouvelable, toute énergie renouvelable confondue, donc que ce soit du solaire, de l'éolien, du bois énergie, de l'hydraulique, l'hydroélectricité ou de l'éolien. Donc nous, on est le réseau à l'échelle de la Normandie, mais on fait partie de ce grand réseau d'énergie partagée, ce qui nous permet d'avoir beaucoup d'expérience et de retours d'expérience des autres régions, puisqu'on est quand même un des derniers réseaux à être créé. Donc les deux derniers réseaux, c'est la Normandie et les Hauts-de-France. Bon, ça peut s'expliquer aussi pour les questions d'ensoleillement, par exemple, sur le solaire. Le réseau en lui-même, il n'a pas d'entité pour l'instant juridique. Il est hébergé juridiquement par la SIC Les Sept Vents. Donc on a une autre SIC. Alors un autre acronyme. Voilà. Alors. Donc c'est la même acronyme que Jean-Pierre tout à l'heure. Donc c'est Société coopérative d'intérêt collectif. Donc les SIC, elles ont été créées il y a déjà quelques années pour permettre d'associer dans une société, donc qui peut être une SA, une SARL ou une SAS, à la fois des partenaires privés et des partenaires publics.
Donc il y a les SEM qui existent aussi sous ce format-là. Mais Société d'économie mixte. Société d'économie mixte, merci. Et les SIC sont d'un format coopératif qui permet d'associer des collectivités locales, des entreprises et des citoyens. Et c'est tout à fait l'illustration des centrales villageoises. Ouais. Alors Jean-Pierre L'Aiguillon, centrale villageoise, votre projet, c'est de produire de l'énergie photovoltaïque, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu la démarche, les membres fondateurs, un petit peu également la jeunesse, puisque si on a le réseau Éclore ici à vos côtés, c'est pas par hasard non plus, parce que je crois qu'ils vous ont été d'une aide très précieuse. Oui, effectivement. Alors, pour revenir sur le point de vue historique, en gros, on s'est retrouvé à 3 groupes de citoyens accompagnés, je dirais, de 3 collectivités. Et donc, mais avec 2 démarches différentes. La première consistait à une initiative de la collectivité, la commune. Et pour la troisième, c'était un peu l'inverse, tout un passé historique militant important à partir du monde associatif. On a de réflexions sur l'énergie. Donc, rappelez-nous les 3 collectivités quand même. alors, nommez-les. Saint-Georges-Moncoq, dont je suis conseiller municipal, Tessy-Bocage et Marchésieux. Donc, des démarches similaires à Saint-Georges-Moncoq et Tessy-Bocage, partant de l'action municipale suite aux dernières élections de 2020 où étaient très clairement inscrits les projets de transition énergétique. Donc ça allait depuis le changement de mode de chauffage, éclairage public, et à la suite de ça, donc sur Saint-Georges, on a consulté les citoyens parce qu'on s'est dit, nous, on fait une action au niveau de la commune, mais certainement les personnes sont déjà engagées. Et donc on était une trentaine et on s'est retrouvés, et en travaillant, on s'est aperçu que tout le monde s'était engagé sous différentes formes, sur différents modes, dans la démarche de transition énergétique et écologique. Donc à l'issue de cette réunion, les participants ont souhaité avoir plus d'informations sur le solaire. Et donc c'est là qu'on s'est tourné vers les 7 vents et qui nous ont fait une soirée d'information sur le solaire, mais qui ont poussé le bouchon un petit peu plus loin en disant c'est bien de produire le solaire, mais on peut le produire aussi d'une manière différente en travaillant à la fois avec les citoyens et les élus. Et donc c'est l'idée d'un collectif de citoyens avec les élus. Et puis à Tessy-Bocage, la commune souhaitait créer un groupe de citoyens sur le travail de la transition. Et eux, ils ont sollicité les 7 vents pour animer ce groupe de travail. Fort de ce constat, il y avait aussi ça phosphorait, mais ça fait 40 ans à Marchésieux, mais à l'inverse, c'était plutôt... il y avait 2 associations, la DEN et la DEM, qui ont travaillé, l'une travaillant sur tous les aspects de la transition écologique, l'autre travaillant sur le bois et comment récupérer du bois de taille des haies pour le revendre ensuite dans des circuits de chaleur. Ce qui n'avait pas empêché quand même quelques années auparavant qu'il y ait eu une démarche d'abord à Marchésieux d'une conception sur la méthanisation, avec plus ou moins de succès à l'époque, mais ensuite il y a eu un travail qui a été fait justement sur le réseau de chaleur qui a permis d'équiper la mairie, la salle des fêtes et 2 autres bâtiments avec la cantine et l'école. Et là, les projets, donc il y a 8 projets, c'est ça, en cours, Alors, en tout cas en mode projet, de photovoltaïque. Est-ce qu'on vous pouvez nous dire, c'est quoi exactement, concrètement? Quels sont les projets? Un premier projet qui est bien avancé, qui devrait avoir le jour cet été, c'est à Tessy-Bocage, qui est la réfection de la salle des fêtes. Et donc là, pour revenir à l'atelier précédent là, que vous venez de vivre, il y avait une nécessité de refaire y compris la toiture. Et donc là, c'est le choix qui a été fait architectural, c'est d'intégrer les panneaux solaires au toit, quoi, donc, directement.
Donc ça suppose aussi d'autres problèmes techniques qui sont à résoudre et des problèmes aussi juridiques. Mais bon, on s'y colle et normalement on devrait être dans les temps. Si je comprends bien, donc il y a des citoyens, mais vous êtes associés aux collectivités. Comment ça fonctionne? Alors, je sais quoi, vous êtes pour l'instant une trentaine, vingtaine de citoyens? Alors, dans la composition de la centrale villageoise, c'est 3 communes, Saint-Georges-Moncoq, Tessy-Bocage et Marchésieux, 2 associations qu'on a bien citées, une entreprise avec la SIC des 7 Vents, et puis après 24 citoyens. D'accord. Ouais. Voilà. Et depuis, on a lancé une campagne de souscription et nous ont rejoint une commune, va nous rejoindre prochainement aussi le parc naturel régional et puis aussi d'autres citoyens. Quoi. D'accord. Marie-Noël G, là on l'entend, il y a plusieurs approches possibles, plusieurs initiatives possibles. Ça peut partir d'une collectivité, un collectif citoyen, une entreprise également. Comment ça fonctionne? Alors si des personnes ici sont intéressées, comment ça fonctionne? Alors, effectivement, il y a plusieurs façons de procéder. L'initiative peut venir d'une collectivité locale qui veut développer des projets et qui veut associer des citoyens et des entreprises. Ça peut être une porte d'entrée. On peut avoir une autre porte d'entrée qui peut être citoyenne, donc des citoyens qui sont en collectif, qui sont en association, qui ont envie de porter un projet. Ils peuvent le porter tout seuls, mais ils peuvent aussi aller voir leur mairie, leur comité de commune. Ils peuvent aller voir les différents acteurs. Ça peut être aussi à l'initiative d'une entreprise ou d'un groupement d'entreprises qui veulent porter des projets et qui n'ont pas envie de les porter seuls, qui peuvent aussi aller voir les collectivités locales et associer les citoyens. Tout ça peut se faire aussi dans des temps différents. On peut très bien démarrer un projet, par exemple, sur un collectif citoyen au départ et que la collectivité locale va rejoindre peut-être plus tard. Dans l'autre sens aussi, on peut avoir un projet qui démarre sur une collectivité locale et puis les citoyens vont être associés plus tard de différentes façons. Les citoyens ils peuvent être associés de manière directe dans la gouvernance de la société de projet, mais ils peuvent être associés aussi sous forme de comité de pilotage dans un premier temps, de comité de suivi dans la partie de l'exploitation. Ce qui nous motive en fait dans les projets citoyens et territoriaux, c'est vraiment la réappropriation de l'énergie comme bien commun. C'est de se dire que l'énergie, c'est effectivement un bien commun qui nous appartient, dont on est aussi l'usager principal, et donc qu'on a envie d'agir sur sa gestion, sur sa production et sur son utilisation. Parce que nous sommes les premiers consommateurs en fait. C'est vraiment se réapproprier l'énergie et aussi se réapproprier l'espace. On a beaucoup parlé d'espace ce matin parce que les bâtiments viennent s'inscrire dans un espace, mais l'espace public, c'est notre espace et donc c'est aussi l'envie de maîtriser qu'est-ce qu'on en fait. Soit, alors je vais être un peu caricatural, mais soit on le confie à des entreprises externes au territoire qui sont des entreprises multinationales ou des fonds de pension américains qui viennent investir sur nos territoires et qui en retirent les bénéfices. Donc nous, sur les énergies citoyennes, c'est vraiment de se dire on veut garder la maîtrise de la production, d'une part, et donc de la manière dont on va produire, comment on produit, qu'est-ce qu'on veut sur notre territoire, la façon dont on veut faire ces différentes formes de production d'énergie renouvelable, et puis aussi comment on la valorise. Donc là, on va parler des coûts, c'est-à-dire on n'a pas forcément parlé des questions on a parlé beaucoup d'économie ce matin, mais sans rentrer dans le détail effectivement des coûts. Mais dans les projets citoyens, c'est aussi de se dire on veut maîtriser le prix de vente. Donc on veut maîtriser les prix de production et les prix de vente, et ça sur un certain temps, pour ne pas être soumis à des aléas de marché et de spéculation, voire de différentes formes
d'action sur les prix de l'électricité. Et ce qu'on entend aussi, on y reviendra, si vous voulez bien, Marine Noël-G, ce sont des projets de territoire aussi, hein, ça c'est important, mais on va y revenir. Jean-Pierre L'Aiguillon, alors moi je vais poser des questions peut-être naïves, ou en tout cas très concrètes. Comment je fais pour bénéficier de cette électricité? Je suis sur le territoire, d'abord il faut être sur le territoire entre Marchésieux, Tessy-Bocage, et comment je fais pour me raccorder? Moi je veux bénéficier de cette électricité. Alors, il faut faire en partie, faut être souscripteur de la société coopérative. Donc si je suis souscripteur, j'ai une voix, ma voix compte ou pas? Là, c'est une voix, une voix, ou une personne physique ou une personne morale, ça sera une voix quel que soit le montant de la souscription. D'accord. Pour peut-être revenir à une explication sur quand même le réseau des centrales villageoises. Donc on a été amené à très rapidement, quand on a décidé d'agir ensemble les trois groupes, à se constituer donc en un collectif, et à partir de là on a candidaté pour intégrer le réseau national des centrales villageoises. Donc on a pu intégrer ce réseau qui nous a beaucoup facilité la démarche, parce que c'est un véritable centre de ressources avec beaucoup d'outils. Donc une fois la société coopérative définie, il fallait, on avait dans notre cahier des charges de définir un territoire. Donc en gros ça ressemble on va dire à un croissant qui va depuis Tessy-Bocage au sud-est et à l'ouest Marchésieux, en passant par le centre qui serait Saint-Georges. Ça regroupe 34 communes, et toutes les communes qui sont aux alentours de ce périmètre-là, de cette frontière-là, peuvent également participer aux travaux et bénéficier des travaux de cette société coopérative. Lorsqu'on est en dehors de ce périmètre-là, ce qu'on peut faire, c'est d'un point de vue, c'est soutenir sous la forme d'une épargne solidaire, mais pour pouvoir bénéficier donc et rentrer dans les boucles d'autoconsommation collective, il faut faire partie de ce périmètre-là. D'accord. Donc je résume, je suis partout en France, je peux vous soutenir en souscrivant, en prenant une part ou 10 ou 100. Ça, j'ai envie de soutenir des projets citoyens. En revanche, je veux bénéficier, on est d'accord, c'est une notion de territoire, je suis inscrit dans le territoire. Voilà. D'accord. Comme le soulignait Marie-Noël, on est dans l'objectif du développement local territorial avec l'idée d'une certaine forme d'économie circulaire. Marie-Noël G, ce que vous m'avez dit quand on s'est préparé à nos échanges, c'est que on n'est pas dans l'idée d'être en autarcie, de se couper du monde, hein. Vous êtes bien raccordé au réseau national. L'idée n'est pas de se dire voilà, on va se couper du monde et on va vivre entre nous et on rejette tout. Non, ça aussi c'est peut-être important de le rappeler pour rassurer les personnes. On s'inscrit dans le réseau d'électricité et puis voilà, on bénéficie de tarifs intéressants. Oui, on l'a pas appelé le parc Astérix, hein. Alors je dis, taux de Tessy-Bocage, en abrégé, ça fait TVB et c'est tout va bien. Donc on avait vraiment choisi le côté optimisme, mais effectivement non. Oui, on peut imaginer qu'il y a une volonté d'être autonome, de vivre entre soi, mais c'est pas du tout ça l'idée. Et c'est pas du tout l'idée du mouvement d'énergie partagée. On a la chance d'avoir un réseau quand même assez incroyable dans notre pays qui va partout, dans toutes les maisons du territoire où qu'elles soient, enfin, sauf quelques cas un peu isolés. Mais, donc les démarches de projets citoyens s'inscrivent vraiment dans ce dispositif national. Et certaines sociétés citoyennes vendent l'énergie à EDF sur le réseau national, font des boucles d'autoconsommation collective. Ça, c'est plus récent, hein, les boucles d'autoconsommation collective, on n'a que quelques années. Tous les projets citoyens antérieurs étaient sur des modèles de revente sur le réseau. Après, on sait très bien que l'électricité, elle va au plus près, hein, elle ne voyage pas en France pour revenir à Marchésieux ou à Saint-Georges-Boncoq. De toute façon, donc l'électricité qui est produite sur place, elle est consommée sur place. Donc
on reste bien sur cette histoire de circuit court, même si le circuit, il n'est pas court dans les fils, quoi. Voilà. C'est vrai que c'est souvent cette question qu'on a, donc on part tout de suite dans des questions, et comment vous faites pour le stockage, des choses comme ça. Voilà, nous, on n'est pas du tout dans cette démarche-là. L'idée, c'est pas d'être complètement autonome sur ce territoire qui a été défini. On sort du réseau et on produit sa propre électricité. Voilà, c'est pas l'idée. L'idée, c'est de contribuer à la transition énergétique. Ouais. Et au-delà de ça, de sensibiliser, de mobiliser les habitants, les collectivités, les entreprises à cette question. Et on s'aperçoit que pour mobiliser, le mieux, c'est quand même de mettre les mains mettre les mains à la pâte et donc d'y aller, quoi, de se confronter à la question de la production. Et on va se poser forcément les questions de comment on consomme. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a pu observer dans les projets. À partir du moment où on commence à produire, que ce soit chez soi d'ailleurs individuellement, hein, c'est la même chose, on va regarder sa consommation, et c'est ça qui nous intéresse, puisque le projet pour 2050, c'est quand même de diminuer de moitié notre consommation. Donc la production n'est pas la seule solution à la transition. Et 2050, c'est demain. Jean-Pierre L'Aiguillon, j'ai 2 contrats alors finalement. J'ai mon contrat électricité avec mon partenaire, voilà, de longue date ou pas, et un autre contrat avec vous. C'est une question très pratique. Oui, c'est ce qui se passera. Donc on signera un contrat avec les particuliers et les clients. Et donc il y aura une livraison qui sera faite en fonction de la production que l'on fera, et aussi du profil du client. Mais ça, donc tout ça, ça fonctionne très bien avec des logiciels sur la répartition. L'idée étant d'essayer de consommer le plus possible en autoconsommation, quoi. Le reliquat sera racheté, mais à un prix tellement dérisoire qu'aujourd'hui, il faut qu'on entre globalement dans la boucle, et puis dire qu'en même temps, effectivement, les gens recevront 2 factures, quoi. Et donc, on n'a pas encore décidé si c'était des bimensuels ou plutôt une trimestrielle, mais c'est pareil, ça se fera bien, quoi. Ouais. Le modèle économique, ce que vous dites, c'est que finalement, c'est pas de revendre, c'est bien de consommer toute l'énergie produite. Voilà. Ouais. Oui, alors, ce que je veux souligner aussi, quand on s'est entretenu en préalable, c'est que on a changé, on est dans une révolution quand même, une révolution où, à la limite, on refuse de reconnaître ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est 1 million de producteurs d'électricité en France. Et tout ça fonctionne en réseau. Et on fait comme si encore on était à la 50aine de centrales et quelques petites centrales à charbon et puis 2-3 barrages. Non, c'est 1 million, et puis on a appelé encore en faire davantage. Après, je pense, aujourd'hui, les préoccupations, on a tenu en l'espace de peu de temps des discours aux antipodes, c'est-à-dire que tout d'un coup l'électricité était rare, donc il fallait absolument faire les efforts de sobriété, ce que les gens sont partis et ont fait, c'était très important. Et puis après on a dit non, c'est bon, vous pouvez consommer, d'ailleurs l'électricité va baisser, la semaine suivante on vous dit non, l'année prochaine elle va fortement augmenter. C'est un peu contradictoire, et dans la mesure où dans l'esprit de la transition, c'est de faire en sorte que toutes les énergies fossiles disparaissent peu à peu pour éviter les effets de gaz à effet de serre. Parce que ce qui nous a préoccupé et pour lequel on est parti aussi, c'était de lutter contre le réchauffement climatique. Oui. C'était un des axes, c'était pas le seul, mais c'était un axe fort. Et donc c'est pour ça qu'il faut continuer à produire de l'électricité, en produire davantage, en se posant forcément toutes les questions. La meilleure production, c'est la consommation qu'on ne fait pas, c'est sûr. Bien sûr. Ouais. Marie-Noëlle G, rappelez-nous comment et pourquoi, en maîtrisant finalement les moyens de production, on maîtrise les coûts. Le fait que le fait que en créant cette société, on va maîtriser la production, puisque voilà, donc je maîtrise cette production, et
Et rappelez-nous pourquoi cette maîtrise de la production, finalement, apporte une maîtrise des coûts. Oui, ok. Donc, par exemple, là, si on prend l'exemple de la centrale qui va être mise sur la toiture de la salle des fêtes de Tessy, ce coût-là, il est connu. On sait combien ça va coûter. On a un coût d'investissement. Bon, voilà, ça, on le connaît. On a un prévisionnel des coûts de fonctionnement qu'on connaît relativement bien, puisque ça, on a justement du recul et suffisamment d'expérience là-dessus. Donc, ce coût de construction, on le connaît. On sait si on va l'amortir sur 20 ans ou sur 25 ans. Donc, il ne va pas changer, en fait, ce coût-là. Donc, le coût de revient de l'électricité, il va être le même sur les 20 ans ou 25 ans. Notre coût de revient, le prix de revient de la production du kilowatt, on le connaît et il ne va pas changer. Ça va être le même. Alors, on compte bien sûr une partie, un petit peu d'inflation, pour avoir un vrai coût sur cette durée. Donc, voilà, c'est la réponse à votre question. Je comprends. C'est que ce coût-là, il va pas être modifié. Donc, on n'a pas de raison, puisqu'on n'a pas d'objectif de lucrativité, puisque ça n'a pas été dit tout à l'heure, mais il faut qu'on le rappelle, c'est que quand on est dans une SIC, c'est très encadré. On est sur donc, du lucratif, on appelle ça le lucratif encadré. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lucrativité, mais elle est très encadrée par la loi, et elle peut l'être aussi par les statuts encore plus. Donc, vu qu'on n'a pas cet objectif de vendre et de gagner de l'argent en vendant, on n'a pas de raison de modifier le prix de vente. C'est-à-dire que c'est notre prix de revient, plus des frais de gestion, plus voilà, des petits frais qui vont s'ajouter. Le logiciel pour l'autoconsommation, la personne qui va faire les factures, voilà. Mais donc ce prix-là, il va être stable. Non, mais si le prix de l'électricité, il n'est pas stable, c'est parce que il est sur le prix du gaz russe. Il est connecté donc, à un autre marché. C'est ça. Donc l'idée, c'est vraiment, c'est ça en fait, vraiment la motivation et l'idée du territoire de se réapproprier l'énergie, c'est de se réapproprier son coût et la maîtrise de ce coût-là. C'était effectivement intéressant. Et notre business plan prévoit y compris la maintenance. C'est-à-dire qu'on sait très bien maintenant, c'est démantèlement. Et démantèlement. Alors, le démantèlement, non, parce que c'est aujourd'hui les panneaux, même si des gens peuvent en douter, durent facilement 25-30 ans. Mais on passe une convention d'occupation temporaire auprès de la collectivité, ou autrement un bail auprès du privé, sur 20 ans. Et au bout de 20 ans, soit on décide de reprolonger de quelques années, ou soit le propriétaire du bâtiment récupère donc l'installation et continue de faire vivre l'installation en recevant les bénéfices de cette installation. Et puis au bout du compte, effectivement, ça sera au propriétaire à terme de démanteler l'installation. Mais on ne sait pas trop si ça peut aller jusqu'à 35 voire 40 ans. Vous vous installez donc sur à la fois soit des bâtiments publics, ou des bâtiments publics et privés. Et privés, oui. Ouais. Donc pour l'instant, on a uniquement démarché jusqu'à maintenant les collectivités, parce que dans les 3 collectivités qui participent et qui ont fondé la SIC, il y a déjà de quoi faire. On est sur 8 projets. Et puis à l'extérieur, il y a maintenant une autre commune qui nous a rejoint, et avec aussi une proposition de toiture aussi, quoi. Marine OLG, je parlais de territoire tout à l'heure et de projet de territoire. Est-ce qu'il y a une taille de territoire maximale ou minimale, ou voilà, est-ce que ça c'est une notion qui a un sens si je vous pose cette question, ou vous me dites non, peu importe le territoire? Oui, ça a tout à fait du sens. Alors, il y a plusieurs choses là. Il y a une question historique, c'est-à-dire que il y a une évolution forcément depuis les premières sociétés citoyennes, donc 2010-2011. D'ailleurs, on en a une en Normandie qui est une des pionnières, Pleine Sud Énergie, qui est dans le sud de Caen, donc qui a été créée en 2011, qui a 3 toitures, donc 2 sur des écoles et une sur 3 écoles. Pleine Sud Énergie, c'est 3 écoles. Et là, on était à l'échelle de quelques communes, 3-4 communes. Enfin, c'est une petite communauté de communes qui, depuis, a été absorbée par Caen-la-Mer. Donc, voilà, si on reprend un peu dans l'histoire, on était quand même plutôt sur des petits territoires.
plutôt communal, intercommunal. Et puis, on a vu qu'au fur et à mesure, justement, de l'évolution des projets citoyens, que les territoires ont évolué. Alors, on est passé un peu aussi à des niveaux intercommunaux, parce que c'est aussi une compétence des communautés de communes avec les plans climat. Donc, du fait, la communauté de communes, elle est devenue une entité tout à fait adaptée, en fait, à porter à la fois un projet de transition et des projets de renouvelables. Et puis aussi sont arrivés aussi des projets de plus grande ampleur. Donc par exemple sur des projets éoliens, des projets de méthanisation ou de PV au sol, où on est sur des tailles de projets plus importantes, avec des financements plus importants. Et du coup, des projets sont arrivés aussi à des échelles départementales, avec notamment la création de SEM, par exemple, les sociétés d'économie mixte, pour porter des projets aussi citoyens sur des territoires à l'échelle départementale. Oui, donc ce que vous dites, que si c'est un projet départemental, ça a un sens. En réalité, c'est pas obligé d'être très circonscrit, petit. Si le département se lance dans ce défi-là, ça devient son projet de territoire. Oui, alors avec un petit bémol, effectivement, dans le sens où si c'est un projet départemental, il faut qu'il y ait aussi une assise locale. Vraiment qu'il y ait une participation des territoires en tant que tels. Donc, par exemple, on a, pour vous illustrer, au niveau du Calvados, le syndicat, le SDEC, donc le syndicat d'électrification du Calvados, porte un projet d'ombrière à l'échelle du département, parce que c'est des projets qui coûtent relativement cher, et donc il y avait besoin de cette entité-là pour réunir assez de financement. Et donc, du coup, après, les projets vont être implantés sur des communes ou sur des communautés de communes. Et donc, il y a bien le lien avec le territoire. C'est-à-dire qu'on a un montage et un appui technique et financier départemental, mais l'ancrage, il reste quand même local et territorial, soit toujours à l'échelle de la commune ou de l'intercommunalité. Les centrales villageoises, c'est un modèle qui est un petit peu particulier parce que c'est né avec les parcs naturels régionaux, en fait, en région Rhône-Alpes. C'est vraiment une démarche au départ des parcs. Et donc ça s'est développé à des échelles plutôt intercommunales, mais intercommunaux un peu plus grands que les communautés de communes d'aujourd'hui, en fait. C'est plutôt à l'échelle de parcs naturels régionaux, mais il peut y avoir plusieurs centrales villageoises sur un seul parc naturel régional. Ah oui, d'accord. Il y a certains, par exemple, sur les Alpes, il peut y avoir... tu les as vus parce que tu es allé aux rencontres nationales en Isère. Le parc de l'Isère, c'est 6 centrales. Quoi. Ah oui, 6 centrales dans le parc régional de l'Isère. Le parc est couvert, en fait, par des centrales... Par différentes centrales, d'accord. Qui sont voisines. Ouais. Jean-Pierre L'Aiguillon, est-ce que c'est une question qui fâche si je vous demande, voilà, c'est une entreprise, j'investis, est-ce que je vais recevoir des dividendes ? Est-ce que ça, c'est dans l'ADN de la société, ou est-ce que vous dites, oh non, moi, ça ne nous intéresse pas, ces gens qui cherchent des dividendes ? Non, ça ne me choque pas du tout. Parce que quand même, le premier objet, et on ne va pas faillir à ça, c'est qu'on arrive à faire des bénéfices. Parce qu'il faut équilibrer notre business plan. Et donc, si on veut faire d'autres projets, il faut qu'on arrive à dégager des bénéfices. Et simplement, dans nos statuts, il y a 57% des bénéfices qui sont automatiquement tournés vers de nouvelles investissements. Après, c'est l'Assemblée générale qui décide de mettre la barre pour les 43% qui restent, de mettre la barre, de dire on va distribuer 30%, 35%. D'accord. Et c'est l'Assemblée générale. Et après, la répartition, elle, à ce moment-là, se fait sur la base du nombre de souscriptions, des parts de souscription que chaque souscripteur a fait. Quoi. D'accord. Ce qui est logique. On trouve une logique financière. Marie-Noël G, on parle là d'innovation sociale. Est-ce que c'est simple de faire cohabiter, collaborer, coopérer des EPC, enfin des communes, des collectivités, avec des citoyens ?
parce que finalement, on n'est pas trop habitué à ce qu'il y ait des projets, voilà, main dans la main, entre citoyens et communes pour créer de l'énergie et puis en bénéficier, la revendre, faire des dividendes, etc. C'était justement le sujet de notre rencontre de vendredi dernier, puisqu'on a fait les journées régionales de l'énergie citoyenne. C'était à Malto, dans le Calvados, et c'était notre sujet. L'innovation sociale et donc les nouvelles coopérations. Donc voilà, c'est pas si simple. Effectivement, il n'y a pas beaucoup. Il y a des collectivités qui n'ont pas l'habitude du tout de travailler en coopération. Ils ont l'habitude de travailler avec ou contre, des fois, les citoyens. Donc effectivement, hein, on est vraiment sur l'innovation. Quand on parle d'innovation, on parle toujours d'innovation technologique, technique. Ben, effectivement, nous, on n'est pas du tout là-dessus. Hein. On est sur l'innovation sociale, sur les nouvelles formes de coopération. Alors après, on n'est pas non plus complètement dénudé d'expérience et d'outils, hein, puisqu'on a voilà, toute une expérience existante aussi sur des projets en cours, sur des projets qui ont eu lieu. Donc on a, mais notamment même sur le plan juridique, hein, tout à l'heure on parlait des conventions d'occupation temporaire, il y a les appels à manifestation d'intérêt spontané, enfin il y a plein d'outils qui sont aussi en train de se développer. Tout ça évolue beaucoup, même sur l'autoconsommation collective. Là en quelques années, il y a eu une évolution vraiment importante avec la création par exemple aussi des PMO, des personnes morales organisatrices, qui vont s'occuper de la répartition de l'électricité dans une boucle d'autoconsommation. Donc c'est vrai qu'on est vraiment sur de l'innovation sociale, sociétale, on pourrait dire. Jean-Pierre Léguillon, vous voulez rajouter ? Oui, moi je pense, enfin, ces deux mots aujourd'hui ont une force, la confiance que les citoyens ont envers les élus et que les élus ont avec les citoyens. Parce que pour travailler ensemble et pour pouvoir coopérer, il faut faut développer de la confiance. Et une fois que ça, effectivement, la coopération existe. Et je trouve que c'est plutôt sain et quand même réconfortant. On parle souvent des trains qui n'arrivent pas à l'heure, mais quand il y a des trains qui arrivent à l'heure, il faut aussi le souligner. Et je trouve que c'est très intéressant ce qui se construit, et qui se vit au quotidien parce que c'est beaucoup de travail. Hein. On en parle simplement et rapidement, mais c'est quand même beaucoup de travail, des questions à se poser. On arrive aussi pratiquement à construire du droit, parce qu'il y a des questions qui s'étaient jamais posées avant. Donc il faut trouver une solution qui soit la meilleure possible. Donc c'est des allers-retours avec quand même notre réseau national, parce que avec le réseau local, avec Éclore, avec Énergie Partagée et avec le réseau des centrales villageoises. Mais c'est aussi passionnant. C'est un vrai engagement, on l'entend. Merci pour vos témoignages. J'aimerais qu'on fasse circuler la parole. Alors, vous prendrez un micro. Normalement, on a un représentant du syndicat départemental d'énergie de la Manche. Il n'est pas resté avec nous. Non. Non, ça c'était Wattway. Il est parti en balade. Ils sont partis. Ouais, il est parti en visite. Je ne sais pas si vous avez envie de... J'aurais bien aimé juste passer la diapo sur l'ensemble... Ah oui, sur les projets... alors je le gardais pour... des projets citoyens. Normand, ouais, je le gardais pour... après les questions. Pour après les questions, pour conclure. Mais on va voir effectivement... Oui, alors, est-ce que tu veux bien prendre un micro, mais prends le mien, parce qu'ils ne doivent pas fonctionner, parce que c'est enregistré, voilà. Merci. Justement, sur les 8 projets portés par les centrales villageoises, est-ce qu'on est uniquement sur des toitures en photovoltaïque, ou est-ce qu'il y a une variété de... Oui, alors c'est des toitures, c'est des projets en toiture, et qui sont du domaine communal. Et alors, pour certaines, et on va prendre l'exemple de Saint-Georges-Moncoq, pour pouvoir mettre des panneaux solaires, il faut s'assurer que la toiture soit en bon état. La salle polyvalente a 40 ans, il commence un tout petit peu à pleuvoir dedans. Donc on a entrepris une démarche pour la refaire, quoi, et faire en même temps. Mais en même temps, quand on fait des travaux sur des bâtiments qui ont 40 ans,
s'ensuit une liste de courses de mise aux normes actuelles qui fait que la facture elle dépasse forcément des fois notre enveloppe. Mais enfin, on essaye quand même de pouvoir tenir les délais. En plus, comme c'est un équipement public qui sert beaucoup, il faut trouver le meilleur créneau dans l'année qui va apporter le moins de nuisances possible aux usagers. C'est très important parce que on essaye de satisfaire tout le monde, donc il faut tenir compte aussi des usagers, quoi. Et aussi en même temps, je pense qu'il faut qu'on arrive encore à les associer davantage pour que notre projet prenne plus de force, quoi. Petite remarque complémentaire sur ce projet passionnant. Non, c'est intéressant, je ne connaissais pas du tout. Et dans le cadre de cette innovation sociale et on peut dire environnementale, est-ce que vous intégrez dans les coûts l'analyse du cycle de vie du matériel, le bilan RSE, le bilan carbone? Est-ce que tout ça, ça fait partie, puisque vous êtes quand même très exigeant? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce degré d'exigence, c'est-à-dire aller au bout de la démarche? Jean-Pierre L'Aiguillon. Alors, oui et non. Oui, parce que on essaye, par exemple, de pouvoir faire vivre le seul producteur national Voltec qui est situé en Alsace. Il n'y en a pas deux, hein. Il n'y a pas deux fabricants maintenant aujourd'hui. Alors après, ça nous a valu quelques remarques dans nos réunions publiques à dire « Ah oui, mais je vous tiendrai beaucoup, mais pas avec des panneaux chinois. » Bon. Donc, de la même façon aussi, il faut aller chercher les banques. Ah oui, mais il y a des banques qui ne sont pas fréquentables. Oui, mais en même temps, faut aussi, on est entre la philosophie et le pragmatisme. Et on doit arbitrer à chaque fois entre ces deux lignes. Et à un moment donné, si on veut dépasser la philosophie et puis passer dans l'action, effectivement, comme dirait Sartre, on a les mains sales. Merci pour cette jolie réponse. Marie-Noël G. Je vais peut-être compléter, parce que là on parle de solaire, donc les impacts sont beaucoup moins importants. Bon, les panneaux solaires, on sait qu'en 2-3 ans, l'énergie carbone qu'il a fallu pour les produire, on l'a déjà rentabilisé. Voilà, donc ça ne se pose pas tellement. Par exemple, sur des projets un peu plus de grande ampleur, sur des projets, par exemple, de méthanisation. Donc, sur l'ensemble de la France, on a 7 projets de méthanisation qui sont labellisés énergie partagée, parce que je ne l'ai pas dit, mais on a un label en fait sur les projets citoyens. On en a un qui est sur la Normandie en train d'être en cours de projet. Et donc là, on va avoir effectivement une approche beaucoup plus, je dirais, écologique par rapport à d'autres projets, puisqu'on a il y a une charte méthanisation en Normandie qui existe, et on a aussi une charte méthanisation au niveau d'énergie partagée qui va encore beaucoup plus loin sur quel type d'intrants, le pourcentage des intrants dans la méthanisation et la place des agriculteurs et des citoyens dans la méthanisation. Donc on va aller plus loin. Sur l'éolien, on a une réglementation qui existe, donc on va appliquer cette réglementation, mais on va aller plus loin aussi sur peut-être l'impact paysager, alors des fois on dit en rigolant que par exemple en Bretagne sur les énergies, les éoliennes, ils les arrêtent au moment de l'apéro par exemple, parce que c'est le moment le plus important de la journée, mais c'est une boutade, mais ça peut être aussi de pouvoir arrêter les éoliennes à des périodes de migration particulières. C'est ça qu'on va pouvoir faire jouer, alors que une entreprise qui est justement que dans un but de lucrativité, elle ne va pas intérêt à arrêter les éoliennes le jour où il y a la migration ou la reproduction des chauves-souris. Voilà, donc c'est quelques exemples. Et c'est tout l'intérêt de ces démarches. Prenez un micro. C'est tout l'intérêt de ces démarches citoyennes, en fait. C'est-à-dire que vous allez plus loin que les services de l'État ou la sphère privée. Et c'est en ça que c'est intéressant, justement. C'est ce regard et de pousser toujours un petit peu le bouchon, ou du moins la perspective de
résilience, hein, on va dire ça comme ça. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est que vous ne restez pas inactif parce qu'on pourrait se dire, bah oui, ça vient de Chine, donc on fait rien. Voilà, on agit et puis on s'adapte, on s'adaptera aux évolutions, aux innovations, le moment venu. Est-ce qu'il y a une autre intervention, autre question, Cécile? Quelles sont les personnes qui ont participé aux réunions publiques? Parce qu'il y en a eu une à Saint-Georges, à Saint-Lô. J'ai vu plusieurs flyers passer. Et c'est des habitants qui ont déjà, qui habitent sur le territoire, qui sont jeunes. Est-ce que vous avez une catégorie qui sont très motivés, qui voudraient avoir des panneaux photovoltaïques sur leur maison à terme, qui avaient envie de produire ou qui produisent déjà de l'énergie solaire? Est-ce qu'il y a un portrait type Est-ce qu'il y a un lien entre le producteur d'énergie sur sa maison et quelqu'un qui aurait envie d'adhérer à... Oui, je dirais qu'on peut cocher presque toutes les cases en sachant que on a été là où il y a eu le moins de monde, c'était 17 personnes, là où on a eu plus de monde, c'était 55. On a eu toutes les cas de figure. On a effectivement quelques personnes qui ont été dans les premiers à faire des panneaux solaires sur leur toit et qui arrivent à 17-18 ans d'existence et qui se posent la question qu'est-ce qu'on fait après 20 ans, en sachant que leur énergie ne sera plus achetée par le fournisseur d'énergie et donc ils vont continuer à produire parce qu'ils sont encore en très bon état. Et donc ça fait partie aujourd'hui pour ce type de questionnement d'une réflexion dans le réseau national. Et on peut essayer de trouver une sortie juridique qui puisse intégrer une boucle d'autoconsommation collective. Donc c'est le domaine du possible. Après, on a effectivement l'autre question c'est dans les personnes qui ont souscrit. Je dirais que ce n'est pas forcément les personnes peut-être les plus aisées, mais c'est certainement les personnes qui sont les plus convaincues. Ça, je pense au vu de certains profils, bon, on connaît un peu de métier, on se dit, c'est pas forcément ceux qui roulent le plus sur l'or, mais il y a eu des gestes qui sont intéressants. Et voilà, quoi. Après, j'insisterai pour que on ait les deux formes de souscripteurs, c'est-à-dire que des gens qui peuvent dépasser la part, aller à plusieurs parts, et d'autres personnes qui puissent faire l'effort d'aller à la part, parce qu'il y a deux façons aussi de peser politiquement dans un parcours, c'est de dire, vous voyez, elle représente quand même ces tant d'actionnaires. Et c'est pas que quelques berlus ou de gens qui ne savent pas quoi faire de leur argent, voilà, c'est un ensemble. Donc les deux types de démarches de souscription sont très intéressantes. Souscription de 100 €, c'est ça, la part? C'est 100 € la part, oui. Et comment on fait pour vous rejoindre? Alors, le plus simple, c'est on a un site internet où c'est très facile. À partir du moment où on tape Taute Vire Bocage, vous tombez Taute, T-A-U-T-E, oui. Plus loin Vire, V-I-R-E, Bocage, Voilà. Et on vous retrouve sur Internet. Voilà. Alors, donc vous avez l'adresse sur aussi nos petits dépliants de présentation. Marie-Noëlle G, je voudrais peut-être qu'on termine sur les projets en cours. Ça représente quoi en Normandie, les projets de ce type? Alors, il y en a qui sont en production, d'autres en préparation. On en est où? Les sociétés qui sont en production aujourd'hui sont en vert. Elles sont au nombre de combien? Alors, on a 5 sociétés citoyennes qui existent déjà, qui sont en production, qui sont en vert, et donc 2 autres qui sont en orange, qui sont aussi en production, qui sont sur le bois énergie. Les 5 sociétés en vert sont pour 4 sur du PV, sur toiture, et on a le moulin de Gavray, donc, qui est sur une société citoyenne, qui est sur le grand moulin de Gavray, sur une production d'hydroélectricité. Donc c'est la seule, d'ailleurs, société citoyenne sur ce sujet en Normandie. On n'est pas une région très très favorable, mais il pourrait y avoir quelques projets.
La centrale villageoise apparaît en gris parce qu'elle n'est pas encore en production, mais c'est une société donc qui existe. Et après, les autres donc ce qui est en rose, c'est plutôt des projets qui sont partis de collectivités locales. Ce que je disais tout à l'heure, on peut aussi partir de projets de collectivités locales qui vont à un moment donné aller rencontrer, chercher, ou des citoyens qui vont venir à eux. Donc c'est le cas sur ces projets-là. Et puis, donc on a commune de Octeville, commune de Guenneville, c'est du PV au sol. Voilà, Photovoltaïque. Photovoltaïque sur un ancien terrain de foot qui n'est plus utilisé et qui a été en partie qui est plus utilisable en terrain agricole pour l'instant, par exemple. Sur la commune d'Octeville, on est sur aussi les projets d'ombrières, un petit peu sur le même système dont je vous parlais avec le SDEC 14 sur les ombrières. Et la vallée de l'Orne, les Dodons, c'est justement là où on était vendredi pour notre journée régionale, puisque c'est un territoire qui a une démarche très citoyenne de l'ensemble de la communauté de communes, avec un projet, ils ont une centrale solaire sur la toiture de la communauté de communes, et ils ont une boucle d'autoconsommation qui est en cours sur le patrimonial pour l'instant, donc que sur les bâtiments de la communauté de communes et des communes, mais qui sont en train d'ouvrir aux entreprises de la zone d'activité. Et il y a un collectif citoyen qui est en cours de constitution sur cette communauté de communes. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, vous pourrez retrouver la carte sur le site du CAE pour suivre les propos. Merci beaucoup Marie-Noëlle G, Jean-Pierre L'Aiguillon pour ces projets d'énergie citoyen en Normandie. C'était passionnant, instructif, et puis ça donne envie finalement de vous suivre et de participer à cette aventure de souveraineté énergétique territoriale. Merci à vous tous qui nous avez suivis tout au long de cette journée. Merci d'avoir joué le jeu et très bonne fin de journée à vous. Au revoir. Merci. Au revoir, merci.